À quand le prochain bull run? C'est une question que plusieurs personnes se posent. Et cette question est très difficile à répondre parce que les cycles dans l'écosystème crypto-monnaie se suivent et ne se ressemblent pas. Tout comme dans des autres marchés, que ce soit les actions des entreprises, il y a toujours ces notions de cycles-là. Et ces cycles sont différents les uns par rapport aux autres. Et l'un des facteurs qui a beaucoup impacté, qui impacte les cycles des crypto-monnaies, c'est ce qu'on appelle le halving. Le halving, c'est une période pendant laquelle les bénéfices qu'on donne aux mineurs est divisé par 2. Donc, quand on mine un bloc est ajouté à la blockchain chaque 10 minutes. Il y a environ, à l'heure où nous parlons, 6,25 bitcoins qui est donné à la personne qui a miné ce bloc. Et donc, quand il y a donc halving, ce montant est divisé par 2. Au début, on était à 50 bitcoins. Quand les premières personnes minaient le bitcoin, Satoshi Nakamoto, quand il minait au début, il récupérait 50 bitcoins. Donc, ce montant va diminuer progressivement et c'est la seule façon qui permet de mettre les nouveaux bitcoins en circulation. Et cette période-là, généralement, il faut environ 210 000 blocs, 210 000 blocs pour qu'on atteigne justement un halving. Et 210 000 blocs, si on fait un calcul de 10 blocs, d'un bloc tous les 10 minutes, on va se retrouver donc à 4 ans. Donc chaque 4 ans, la quantité qu'on donne aux mineurs est divisée par 2. Et en quoi est-ce que ça impacte donc le marché des crypto-monnaies? En quoi est-ce que le cycle du marché doit faire forcément 4 ans avant de réagir par rapport à cela? Vous devez comprendre que miner le Bitcoin, ça reste quelque chose qui est très très énergivore. Ça consomme beaucoup d'énergie pour miner une transaction, pour mettre des transactions sur la blockchain. Loin dans les crypto-monnaies, si tu veux connaître cet écosystème, tu as besoin d'une formation. Et je mets sur pied des formations pour te permettre d'acquérir cette connaissance-là. Cette connaissance va te permettre d'aller encore plus rapidement avec l'expérience que j'ai, avec un bon résultat de personnes aussi pour te permettre encore d'avancer. Donc c'est sur formation.elvisconjo.com et tu vas cliquer sur cours. Et quand tu cliques sur cours, tu vas voir plein de cours ici. Il y a certains qui sont gratuits, comme la base des crypto-monnaies, découvrir comment se passe la blockchain, les monnaies numériques. Là, c'est gratuit, tu peux déjà les prendre. Si tu veux encore aller plus loin, il y a des cours qui vont avoir un programme assez dense pour te permettre de comprendre cela. L'introduction à la blockchain, les fondamentaux, qu'est-ce qui se cache, l'historique, l'écosystème des crypto-monnaies, qu'est-ce qu'il y a dans cet écosystème? C'est assez vaste, la finance décentralisée, comment ça fonctionne, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place, le dur, comment on fait cela, les stratégies et comment est-ce qu'on les applique, les bases du trading, les NFT, les métavers, ainsi de suite. Donc c'est une formation qui est assez dense, elle est à $120 et elle inclut aussi un suivi avec les signaux, avec les pépites. Mais si tu veux simplement les cours qui sont donc comme ça, c'est 67 vidéos là que tu peux prendre, tu peux la prendre maintenant à $80 tout simplement. Donc si tu veux simplement les vidéos qui sont assez riches, bien évidemment, j'ai des retours des personnes qui ont pris uniquement les vidéos mais ils n'ont même plus besoin de suivi parce que effectivement il y a déjà tout dans les formations vidéo. Mais si tu veux les mises à jour régulières avec les pépites qu'on va analyser régulièrement, là je te conseille de prendre le pack complet à $120. C'est en promotion maintenant et ça va partir très très vite. Donc je serais ravi de te revoir de l'autre côté. Inscris-toi simplement ici et tu peux acheter avec la crypto-monnaie. Si tu veux payer avec le fiat, bien la carte, tu me fais signe dans mon lien qui est également en description de cette vidéo. Et donc, comme ça consomme beaucoup d'énergie, il faudrait donc que les mineurs payent de l'argent pour pouvoir dépenser cette énergie à mettre à la disposition de la blockchain. Plus on va donc dépenser de l'énergie pour mettre les transactions sur la blockchain, plus on va donc pouvoir penser qu'à un certain moment, si la blockchain ne permet pas à ces mineurs de rentrer en possession de quelque chose pour couvrir déjà les fonds qu'ils vont dépenser pour cette énergie, alors on peut penser que les mineurs peuvent simplement débrancher leur machine. Et si les mineurs débranchent leur machine, bien évidemment, ça reste très 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 mauvais pour la crypto-monnaie parce qu'on va aller dans une hyper centralisation vu qu'il n'y en aura que quelques-uns qui vont pouvoir sécuriser le réseau. Et comme il n'y aura que quelques-uns qui vont sécuriser le réseau, on peut donc facilement avoir des attaques sur la blockchain. Voilà pourquoi on va donc corréler le halving avec donc une période pendant laquelle le prix de la crypto-monnaie doit s'apprécier pour permettre bien évidemment aux mineurs de pouvoir être rentables. Mais aujourd'hui, on a encore plusieurs facteurs qui se passent sur la blockchain du Bitcoin, par exemple avec les ordinals, qui font en sorte que les mineurs peuvent permettre de vivre d'une autre économie en dehors de simplement de miner les transactions et attendre qu'on ait justement que le halving arrive pour qu'il soit payé.
Avec les ordinals sur la blockchain du Bitcoin, ça permet justement de faire encore d'autres transactions, plus de transactions en payant encore beaucoup plus aux mineurs. Et ça fait que les mineurs peuvent repartir avec beaucoup plus de Bitcoin. Mais ça peut être pas intéressant. Pourquoi? Parce que ça peut permettre à une centralisation également des bitcoins. Vu que les personnes vont payer les frais de transaction encore plus énormes sur ces mineurs-là, ils vont récupérer non seulement les 3 points, les 6 points quelque chose que la blockchain donne, mais en plus, il y aura encore une convergence, une convergence de flux massif des bitcoins vers ces mineurs-là qui peuvent constituer un point de centralisation pour le bitcoin. Mais bon, ça reste quand même intéressant parce que ça permet aux mineurs de pouvoir encore avoir de l'argent qui vient d'autres sources qui ne dépendent pas forcément de l'algorithme du Bitcoin uniquement. Et ça, c'est un facteur qui peut faire en sorte que le prochain halving ne soit pas comme les précédents halvings. Parce que si les mineurs peuvent se payer d'une autre façon que le prix du Bitcoin, alors on peut estimer que les prochains cycles ne seront pas forcément comme le cycle actuel. Et peut-être voir le Bitcoin arriver à encore des sommets très très élevés, ça peut ne pas être probable. Donc, le prochain cycle, bien évidemment, c'est un cycle où on n'aura peut-être pas une montée fulgurante du prix du Bitcoin parce qu'il y a déjà ce que j'ai dit tantôt. La deuxième chose aussi, c'est qu'il y a déjà bien des crypto-monnaies qui sont là pour durer. Ils sont là pour construire quelque chose de solide. Et ces autres projets crypto-monnaies vont également drainer aussi beaucoup d'argent pendant le prochain bull run. Donc, il y a plein de projets là-dehors qui vont faire forcément les fois 10, fois 100 pendant le prochain bull run et qui vont forcément encore être là dans les années à venir parce que c'est un écosystème où on a déjà montré à suffisance que les gens qui sont en train de construire cet écosystème veulent aller sur le long terme. Donc, dans cette allée sur le long terme, il faudrait justement savoir quels sont les projets qui peuvent nous permettre d'arriver à ce niveau d'un écosystème qui est assez facile d'utilisation pour les nouveaux utilisateurs et de permettre encore plus d'économies pour ceux qui sont déjà sur la blockchain. D'où viendra donc le prochain argent pour le prochain bull run? Il a déjà été estimé à plusieurs reprises que le prochain bull run va faire, ce qui va faire en sorte qu'on ait le prochain bull run massivement d'argent, c'est l'afflux des capitaux qui vont venir de l'Est. Quand on dit de l'Est, on parle donc des pays majoritairement de l'Asie. Asie, Inde, ce sont des pays qui ont encore des conditions au niveau de la blockchain qui sont précaires, des lois beaucoup trop strictes au niveau de la blockchain. Et du coup, si les lois permettent de s'améliorer de ce côté-là, on peut estimer que ce sont des gros flux d'argent. Et on parle également des zones où il y a la plus grande population du monde. Et ces zones-là, qui sont très très restrictives et très très dures concernant les crypto-monnaies, s'il y a donc des petits souplesses qui sont faites de ce côté-là, on va donc permettre à plusieurs personnes de ce côté-là et plusieurs personnes dans le monde entier, parce que c'est là où il y a une forte concentration de la population, de pouvoir embarquer donc sur la blockchain. Quand on va voir ce qui est en train d'être fait du côté de la Chine présentement, avec le 1er juin, où on va voir du côté de Hong Kong, l'exchange, on va mettre les lois sur pied pour permettre aux exchanges de trader les crypto-monnaies avec la loi récemment qui est passée du côté de la Chine pour le développement du Web3. Quand on dit Web3, ce n'est pas forcément la crypto-monnaie, c'est la technologie sous-jacente, bien évidemment. Est-ce que ça ne peut pas permettre justement d'embarquer des prochaines personnes dans cette industrie? Je reste clairement certain que le prochain bull run, ça va prendre encore peut-être un peu plus de temps avec les régulations qui sont en train de se faire du côté des États-Unis, bien que le dollar est en train de perdre en valeur et qu'on est en train d'assister majoritairement à la dédollarisation du monde entier, avec les banques qui sont en train de réduire les quantités de réserves en dollars pour acquérir d'autres monnaies, notamment le yuan. Donc avec cette, moi je vais utiliser le mot yuanisation au lieu de dollarisation, est-ce qu'on va plutôt pas entrer dans quelque chose qui reste encore beaucoup plus concentré du côté de la Chine? Et si la Chine n'est pas crypto-friendly, alors ils vont clairement bannir peut-être les transactions qui vont se faire avec le yuan dans les crypto-monnaies. Donc ça reste un peu très très serré. Et quand est-ce que le prochain bull run se fera? Je ne pense pas que ça se fera forcément avec le halving, parce qu'avec d'autres choses qui vont arriver sur la blockchain du Bitcoin pour permettre d'avoir une économie sur ces blockchains, ça peut encore permettre comme ça de retarder le bull run. Mais le bull run, il est clair à un moment donné, ça arrivera. Mais quand, personne ne sait. Il faut juste rester préparé.
il faut toujours avoir des capitaux derrière en réserve pour pouvoir peut-être recharger ses valises quand le marché va peut-être aller encore plus bas. Le marché peut encore aller plus bas. Il n'est pas prouvé que d'après les précédents cycles, qui bien évidemment ne ressemblent pas au cycle actuel, on serait normalement déjà en train de remonter. D'après les autres cycles, ça c'était la période pendant laquelle on était en train de remonter. Mais est-ce que c'est forcément le cas maintenant? Si on regarde les courbes, on peut voir qu'il y a une certaine ascendance pendant qu'on est en train de parler ici. Mais pour combien de temps? On ne sait pas. Ce marché est en pleine effervescence. Il y a beaucoup de régulations, beaucoup d'incertitudes avec les lois qui sont passées du côté de l'Union européenne. La loi MICA a été votée et cette loi va entrer en vigueur autour de 2025. Et c'est une loi qui n'est pas très permissive pour les crypto-monnaies. C'est pas très crypto-friendly et ça peut plutôt freiner l'expansion de la crypto-monnaie et de la blockchain du côté de l'Europe. Est-ce que donc la crypto-monnaie peut avoir cette effervescence qu'on attend dans l'écosystème s'il y a plusieurs pays qui sont plutôt en train de resserrer le taux autour des crypto-monnaies? C'est la question qui se pose. À quand le prochain pays qui va adopter le Bitcoin comme crypto-monnaie? Ce sont également des macro-facteurs qui peuvent permettre l'adoption de la crypto-monnaie. On attendait le Brésil depuis, mais ça ne s'est pas encore fait. Le Venezuela aussi, Cuba aussi. Donc ce sont des pays qui sont, le Mexique, ce sont des pays qui sont tous dans la liste d'attente de l'adoption de la crypto-monnaie et de la mise sur pied d'une monnaie, en fait d'accepter le Bitcoin comme monnaie légale dans le pays. Il faut suivre l'actualité parce que ce sont des éléments qui peuvent justement permettre de faire bouger les choses d'un côté comme de l'autre. Mais en attendant ça, suivez les crypto-monnaies qui sont du côté de l'historique, du côté du narratif de l'exchange, du côté de la Chine, dans la Hong Kong. Quelles sont les crypto-monnaies qui vont peut-être faire partie de ce cercle-là, de ce narratif-là? On parle de VeChain, on parle de Neo, on parle de KeFi, on parle de SafeKey. Il y a certaines crypto-monnaies qui sont dans le narratif chinois, et ces crypto-monnaies-là, justement, vont pouvoir avoir de gros clients qui sont peut-être là et qui attendent qu'on leur donne la possibilité de mettre les capitaux sur la blockchain. Dis-moi ce que tu penses du prochain bull run. Est-ce qu'il sera comme les autres bull runs? Est-ce que ce que je viens de dire sont des choses qui sont probables et que mon analyse peut être infondée? Ça, c'est ce que je pense. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Abonne-toi, partage à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.